Bonjour tout le monde, ici Val Morrison du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les approches pratiques pour aborder les problèmes vicieux. Qu'est-ce qui fonctionne? Avant de commencer, on va juste faire quelques vérifications techniques. Vous devez nous entendre en ce moment. On affiche en même temps un message pour ceux dont ce n'est peut-être pas le cas. Donc, vous devriez nous entendre en ce moment. Les numéros de téléphone pour suivre la téléconférence par téléphone, parce qu'on vous demande de suivre par téléconférence et de fermer les haut-parleurs sur vos ordinateurs. Les numéros à composer sont là, ainsi que les codes de conférence. Et on vous demande également de vous mettre en mode discrétion au téléphone en composant l'étoile 6. En espérant que tout le monde qui s'y trouve nous entend bien. On va utiliser aujourd'hui pour des questions pendant la présentation et on va certainement prendre quelques pauses pour voir s'il y a des questions et répondre à vos questions. Donc, vous pouvez en bas à droite inscrire vos questions, vos commentaires. Si je vois bien, bon, tous ceux qui répondent en ce moment entendent très bien, super. Donc voilà, on va utiliser la boîte de messagerie pour les questions, les commentaires, les ressources à partager selon le cas. Et je vous présente donc moi-même. Je suis agente de recherche au Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Et je suis ici aujourd'hui à Montréal avec ma collègue Mylène Magoire, qui s'est occupée de l'organisation de la logistique et de tout le soutien technique et logistique pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci Mylène d'avoir fait tout ça et d'être là aujourd'hui. Mylène va aussi être celle qui va répondre si vous avez des questions techniques et également en cours du webinaire, s'il y a des questions, etc., elle va les lire pour que tout le monde puisse suivre. Donc, bonjour tout le monde, je vois les bonjours. Je vous souhaite le bienvenu et je vous déclare tel qu'on me demande de faire, que je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le matériel ou le contenu de la présentation d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou nous connaissent un peu moins bien, je vous présente très brièvement les centres de collaboration nationale en santé publique. Nous sommes donc un réseau de 6 centres situés à travers le Canada. 2 des centres sont en Colombie-Britannique, soit le Centre de collaboration nationale ou le CCN, santé autochtone et celui de la santé environnementale. Ensuite, CCN des maladies infectieuses à Winnipeg, au Manitoba. Centre de collaboration pour les méthodes et outils qui est à Hamilton, en Ontario. Le CCN sur les déterminants de la santé qui est à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, et nous-mêmes, le CCN politique publique et la santé, qui sommes à Montréal, au Québec. Et je vous précise un tout petit peu notre centre de collaboration sur les politiques publiques et la santé, dont notre mandat est de soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à promouvoir des politiques les politiques publiques favorables à la santé, et on entend par politique publique favorable à la santé des politiques qui ne viennent pas nécessairement ou principalement du domaine de la santé directement, mais qui sont des politiques publiques qui touchent ou qui ont une influence sur la santé des populations. Donc, nos champs d'expertise sont, entre autres,
l'étude de l'impact des politiques sur la santé, des méthodes pour contextualiser les politiques publiques, les acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle, ainsi que les stratégies pour influencer l'élaboration des politiques. Je vois que Mylène est en train de répondre, mais on a quelques questions qu'on va vous poser. Vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, une dizaine pour le moment. Il y en avait une trentaine de personnes inscrites, mais peut-être qu'il est encore un peu tôt. Ou encore, on s'est dit peut-être qu'à l'est du Québec, les gens se préparent pour la tempête de la Saint-Patrick, qui semble-t-il s'en vient. Mais je vais demander à Mylène de mettre les sondages qu'on a préparés à l'avance. On va vous demander de répondre à 3 questions, je crois. Donc, la première question, c'est de savoir où vous êtes aujourd'hui, dans quelle province. Pas de surprise jusqu'à maintenant. On a fait le webinaire en anglais la semaine passée. On avait du monde de toutes les provinces et d'au moins un des territoires. Aujourd'hui, on a Québec, pas très étonnant, et Colombie-Britannique. Bon, c'est super. Je pense que l'Ontario, c'est la semaine de relâche, donc on a peut-être raté des collègues qui sont en Ontario cette semaine. Donc, on va vous demander ensuite si vous êtes familier avec les travaux précédents du CCN-PPS portant sur les problèmes vicieux. On a fait quelques webinaires, il y a des documents sur notre site. J'ai aussi fait plusieurs ateliers dans différentes colloques, notamment au JASP au Québec, mais dans des régions de santé publique. Donc, pour nous donner une idée, si vous connaissez un peu, OK, quand même, bon, c'est un petit échantillon, mais quand même une bonne partie des participants qui ne connaissaient pas nos travaux, donc ça, OK, ça nous donne une idée. Troisième question qu'on va vous demander, c'est votre contexte d'écoute aujourd'hui. Est-ce que vous êtes seul devant votre ordinateur ou encore êtes-vous en compagnie d'une ou de plusieurs collègues, personnes dans une même pièce, qui est des fois le cas pour des webinaires? Pour le moment, je pense que c'est pas mal tout le monde. Vous êtes pour la plupart seul devant votre ordi, une personne qui est en compagnie. Donc, on voulait explorer la possibilité peut-être d'avoir des discussions entre collègues, mais puisque la plupart, à moins que vous avez envie de parler à vos ordinateurs, on ne laissera pas l'espace pour les conversations entre collègues. Donc, je vais présenter les objectifs du webinaire aujourd'hui. Et c'est principalement de distinguer quelques approches, différentes approches pratiques. C'est toujours un peu difficile ou délicat de dire que ce sont des approches pratiques parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'outils qu'on peut appliquer facilement pour résoudre des problèmes vicieux, mais des approches qui peuvent aider. Aussi d'accroître la capacité d'agir sur ces problèmes en santé publique et comprendre l'importance des solutions dites maladroites, en anglais clumsy, malhabile, maladroite, ou polyrationnelles, et de considérer l'application pratique de ce que Stephen Nye appelle dialogue post-normal. Donc, le plan pour le webinaire d'aujourd'hui, je vais d'abord faire un petit résumé, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec nos travaux sur les problèmes vicieux. Ça va certainement mettre un peu dans le contexte. Je vais le faire un peu rapidement, par contre, mais je vous invite pour ceux qui ne connaissent pas nos travaux d'aller voir sur notre site si vous voulez un peu plus de détails sur les descriptions, par exemple, des problèmes vicieux. Après ça, parler de 2 approches principaux, une qui se décline en 2 temps, si on veut, mais
Ce sont le dialogue mapping ou la cartographie de dialogue. On en a déjà parlé dans les webinaires précédents, mais aussi ce qu'on appelle les solutions maladroites aux problèmes vicieux et utiliser notamment l'approche de l'analyse culturelle basée sur les travaux de Mary Douglas et parler des différentes formes de solidarité sociale et de polyrationalité et, comme j'ai dit tantôt, du dialogue dit post-normal. Donc, avant de commencer, je le fais toujours quand on parle de problèmes vicieux en français, mais surtout qu'il y a plusieurs personnes qui, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce terme en français. Donc, pour expliquer comment on en est venu à l'appeler comme ça, le terme original en anglais, c'est Wicked Problems. C'est originalement un terme utilisé par Rittel et Weber en 1973 dans un texte sur la planification sociale et politique. Et ils ont aussi suggéré comme un des termes alternatifs, vicious problems. Donc, nous, on utilise problème vicieux. Je trouve personnellement que c'est le plus proche de wicked problems, mais évidemment que le terme vicieux a déjà été et souvent utilisé pour désigner un caractère peut-être un peu plus qui suggère une certaine forme de sexualité notamment, mais c'est bien évidemment pas dans ce sens-là qu'on l'utilise, mais surtout dans le sens qu'il est utilisé dans l'expression un cercle vicieux. Donc, problème vicieux, mais on a déjà entendu problème tordu. Louise Potvin a déjà notamment utilisé ce terme-là, et aussi parfois c'est traduit par problème épineux, mais nous on va utiliser le terme problème vicieux. Donc, j'avance sur le résumé. Encore là, ça va être très vite fait pour... vous pouvez consulter les documents sur notre site ou ailleurs pour trouver les critères de définition de problèmes vicieux. Il y en a, ça varie entre 5, 6 et 10, 12, qui peuvent se résumer par 6 critères de définition principaux qui sont d'abord qu'il n'existe pas de formulation définitive d'un problème vicieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir de manière fermée et absolue ce genre de problème. Deuxièmement, les problèmes vicieux n'ont pas de règle d'arrêt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire définitivement qu'on est arrivé à la solution du problème, ou on ne peut pas dire quand est-ce qu'on arrive à cette solution-là. Troisièmement, les solutions aux problèmes vicieux ne sont pas vraies ou fausses. Souvent, on va dire qu'ils sont bonnes ou moins bonnes, bonnes ou mauvaises, mais ils ne sont pas encore là absolus. Quatrièmement, que chaque problème vicieux est essentiellement unique à son contexte et nouveau à chaque fois. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre facilement une solution qui a été appliquée à un endroit et l'appliquer à un autre endroit comme si ça allait marcher pour tous les problèmes similaires. Ce n'est souvent pas le cas, pour ne pas dire que ce n'est jamais le cas. Cinquièmement, toute solution à un problème vicieux n'a qu'une chance d'être mise en œuvre, surtout parce qu'une fois qu'on intervient dans un problème vicieux, on change la nature du problème et on peut aussi causer d'autres problèmes connexes. Et finalement, ils sont essentiellement instables et résistants aux solutions politiques dans la mesure où les interventions impliquent de multiples intervenants et de multiples intervenants venant souvent avec des bagages différents, des intentions qui sont différents, etc. Donc, encore un petit tableau qui résume les différences entre les problèmes vicieux et les problèmes, ce qu'on a appelé, Rittel et Weber ont appelé aussi les problèmes apprivoisés ou tame problems. Et c'est notamment, ils ont voulu faire ces distinctions-là pour faire l'affirmation que les problèmes vicieux ne peuvent
être résolus de la même façon que peuvent les problèmes dits apprivoisés, c'est-à-dire des problèmes classiques de la science, où on nomme un problème, on suit avec une collecte de données, on analyse les données, on arrive à des conclusions et on applique une solution. Pour Rita Lee Weber et bien d'autres qui ont suivi, cette approche classique scientifique ne fonctionne pas pour les problèmes vicieux. Donc, un des approches qui a été utilisé par plusieurs personnes, des fois sur différents noms, mais un des approches, disons, le plus répandu ou connu, c'est ce qui s'appelle le dialogue mapping, ou nous, on a traduit par cartographie de dialogue. C'est l'approche favorisée par Jeff Conklin et du groupe CoachNexus. Conklin, en fait, est un ancien étudiant de Horst Rittel, donc qui travaille depuis longtemps sur les problèmes vicieux. Mais c'est une technique qui a été développée et qui est faite pour cartographier la compréhension partagée d'un problème. Je vais y revenir à cette idée de compréhension partagée. Et la cartographie fonctionne à partir d'une question de base. Donc, la question à laquelle on décide de s'attaquer, et on poursuit en présentant des idées de solutions possibles, des arguments pour et contre ces idées-là, pour en arriver, on l'espère, éventuellement, à prendre des décisions. Donc, les stratégies qui sont essentielles, selon plusieurs et selon cette approche, mais aussi selon bien d'autres, les ingrédients nécessaires ou clés, si on veut, pour faire face aux problèmes vicieux sont d'abord la collaboration. Donc, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que ces problèmes extrêmement compliqués, complexes, qui sont difficiles et résistants aux solutions, nécessitent une collaboration entre différentes parties prenantes, souvent qui proviennent d'horizons très différents et qui peut donc nécessiter une collaboration pas toujours des plus confortables. Ça nécessite donc le dialogue, un vrai dialogue, je vais y revenir dans un instant, et qui nécessite de trouver une compréhension partagée, non juste du problème lui-même, mais aussi des différentes discussions, des solutions proposées, des différences dans les solutions. Et c'est le rôle que joue justement la carte dans la cartographie. C'est une façon de représenter, de capturer et de représenter le dialogue et la collaboration de manière visuelle pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, le dialogue ou la communication dialogique, selon plusieurs, implique un échange qui est engageant, qui nécessite une écoute active, c'est-à-dire que les gens ne font pas que donner leur point de vue, mais qui vraiment écoutent activement les points de vue de tous les intervenants, de toutes les parties prises. Qu'on puisse donc réagir en miroir, c'est-à-dire quand quelqu'un propose quelque chose ou dit quelque chose, qu'on soit capable de le redire pour démontrer une compréhension réelle, qu'on pose des questions exploratoires. Et donc, ça nécessite ou ça implique une participation d'égal à égal. Donc, que tout le monde a le droit de parler, a le droit d'être écouté sans trop d'intervention de notions de hiérarchie entre les personnes. Je vous mets, je ne lirai pas tout le diapo, juste pour un peu alimenter cette notion de dialogue. On fait souvent la différence entre les discussions, les débats et les dialogues. Et souvent, surtout en politique, on est souvent en situation de débat, au mieux de discussion,
où on présente nos idées et on n'écoute pas nécessairement les idées des autres, ou souvent dans un débat où on cherche vraiment à gagner, à marquer des points, à souligner les désaccords, etc. Et le but, ce qui est plus prometteur avec les problèmes vicieux, c'est des formes de dialogue. Donc, vraiment, d'essayer d'élargir ses perspectives, de chercher les points communs, trouver des points d'entente, faire ressortir les points où on est un peu plus ambivalent, etc. Donc, je vous donne un exemple qu'on avait déjà utilisé, mais qui montre bien un exemple qui est une cartographie que j'avais faite sur les inégalités de santé qui posent, c'est très, très petit, j'en conviens, j'ai de la misère moi-même à le voir devant moi, mais il s'agit juste d'un exemple pour vous montrer la forme assez typique d'une cartographie classique à la dialogue mapping, l'approche de Jeffrey Conklin qui utilise un logiciel particulier. Mais donc, on pose une question centrale dans ce cas ici, ce qui est que peut-on faire pour réduire les inégalités de santé au Canada? C'est la question qui apparaît à gauche en anglais. Et les lignes qui s'attachent à cette question-là, c'est toutes des idées de solutions possibles, de qu'est-ce qu'on peut faire. Et l'idée qui apparaît un petit peu en haut encore à gauche, c'est une réduction de la pauvreté. Et toutes les lignes qui suivent à droite de ça émanent de cette idée-là. Donc, on peut poser des questions, comment est-ce qu'on peut réduire la pauvreté, proposer des idées, faire des arguments pour ou contre, etc. Poser des questions de spécification, de dire, par exemple, qu'on veut baisser les taxes, par exemple, baisser les impôts, qui serait une proposition. Les gens peuvent demander qu'est-ce que l'on peut dire, quelles sont les différentes solutions possibles, etc. Donc, il y a toutes sortes de questions qui peuvent s'attacher aux idées et s'attacher même aux questions. Mais bon, je ne m'attendrai pas trop là-dessus, c'est juste un exemple. Donc, je vais utiliser un autre exemple pratique. Encore là, ce n'est pas l'exemple qui importe. On ne va pas discuter de l'exemple en tant que tel, mais pour vous donner une idée de différents types de cartes qui sont possibles. C'est que si on se pose la question qui est souvent posée en santé publique en général dans la société de nos jours, compte tenu du vieillissement de la population, c'est comment améliorer ou comment trouver des politiques pour améliorer les conditions de vie des aînés. Et si on se demande, bon, on voudrait faire une carte, on voudrait faire un dialogue sur cette question-là, les premières questions peut-être à se poser, c'est qui devrait être impliqué dans notre région, dans notre organisation selon le contexte de notre travail. Comment favoriser un dialogue à ce sujet avec les critères dont on a parlé tantôt. Et là, j'ai proposé une forme de carte pour montrer, c'est peut-être une forme un peu plus simple que celui que je vous ai montré tantôt. C'est la question que j'ai mis à gauche, et là, je les ai mis, sont en anglais, j'ai mis la traduction française en dessous, mais c'est comment pouvons-nous améliorer les conditions de vie, en parenthèse, l'autonomie des aînés au Canada. Et là, c'est un petit peu plus direct, cette carte-ci. Bon, peut-être qu'il n'est pas très développé aussi, il deviendra plus compliqué notamment, mais c'est un exemple d'une carte qui utilise un logiciel peut-être plus facile d'accès. Celui que j'ai utilisé là, il s'appelle Simple Mind. Il y a même des versions pour iPad, une version gratuite, etc. Et il y en a un autre qui est similaire, assez facile à utiliser, qui s'appelle MindNode, N-O-D-E, MindNode.
Donc, vous pouvez peut-être explorer ces possibilités-là, mais on peut évidemment suivre l'idée d'une cartographie, de proposer des idées, de poser des questions qui soient conceptuelles, contextuelles, sur les parties prenantes. On peut aussi proposer des idées pour et contre, des pour et contre pour les idées et arriver peut-être à des décisions. Donc, on va parler un peu d'une contribution plus récente aux approches politiques aux problèmes vicieux. Et c'est de comprendre l'idée du cadrage, certains appellent le cadrage, les cadres, les controverses politiques et le rôle des récits politiques. Et essayer de se poser la question de comment comprendre les cadres ou le cadrage peut nous permettre de se concentrer sur les différentes possibilités de partenariat et de collaboration. Et on se pose la question, c'est Stephen Nye qui l'a proposé avec son livre, je pense que le livre s'appelle Messy Social Problems, en 2009, et dans ses travaux un peu plus récents, notamment avec d'autres, qui proposent de combiner ces concepts de problèmes vicieux, de cadrage, de controverses publiques, et de ce qu'on appelle souvent en français analyse culturelle, proposée, comme j'ai dit tantôt, à l'origine par l'anthropologue Mary Douglas. En anglais, dans les travaux de Douglas, on utilise le terme cultural theory, mais lorsque j'ai regardé en français, on semble s'entendre pour traduire ça ou nommer ça l'analyse culturelle et non pas de la théorie culturelle. Mais on va avoir l'occasion d'y revenir. Donc, le cadrage dans j'allais dire dans ce cadre-là, mais c'est le cas. Dans ce cas-là, on prend la définition de Ryan et Sean, qui est qu'un cadre est une perspective à partir de laquelle on peut donner un sens à une réalité complexe pour offrir des bornes permettant de connaître, d'analyser, de convaincre et d'agir. Il s'agit en quelque sorte de différentes visions du monde ou de world view en anglais. Donc, pourquoi utiliser cette approche pour parler des problèmes vicieux en politique publique? C'est que notamment les désaccords concernant les politiques, ce qu'on appelle les désaccords, surviennent au sein souvent d'un même cadre. Donc, c'est-à-dire que c'est des problèmes qui peuvent être résolus, mais des controverses concernant les politiques ou les controverses politiques surviennent lorsque des cadres proposent des visions du monde qui sont concurrentes et qui sont notamment en conflit les uns avec les autres. Donc, dans ces cas, les mêmes données probantes peuvent être utilisées pour faire l'argument pour ou contre l'un ou l'autre des cadres. Donc, ces controverses politiques qu'on dit souvent insolubles sont des problèmes vicieux. Donc, c'est vraiment une autre façon, si vous voulez, de définir les problèmes vicieux. Donc, on va passer pour regarder les propositions, encore là, de Nye et Verwig, d'utiliser ce que Douglas avait appelé les solidarités sociales, les formes de solidarité sociale, où c'est notre façon de voir les cadres ou des visions du monde, etc., qu'elle utilise dans son analyse culturelle, et elle fait la proposition qu'il y a 4 types principaux d'arrangement social. Pour Mary Douglas, c'est dans les sociétés humaines. Ils ne sont pas nécessairement tous les 4 présents au même degré toujours.
Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres de possibles, mais elle les propose en idéotypes, mais qui ont aussi des implications très, très réelles. Donc, la première, il s'agit de solidarité sociale et hiérarchique. Je vais vous donner un petit peu plus de détails tantôt. Il y a solidarité sociale individualiste, égalitaire et fataliste. Et chacune de ces solidarités sociales-là crée un genre de récit politique pour faire valoir son point de vue. Et là, on va y revenir. Le récit politique est composé de contextes, de vilains et de héros. Donc ici, on reproduit un peu le cadre proposé par Mary Douglas entre ce qu'on appelle grid et group. Et là, j'ai essayé de consulter un peu partout pour trouver les traductions de Douglas qui avaient été faites. Et on semble garder les termes grid et group pour les axes, l'axe vertical grid et l'axe horizontal group. Donc, elle est définie, l'axe vertical, le grid, comme étant le degré de différenciation de statut et de structure et de réglementation dans une solidarité sociale, et aussi le degré de contrôle qui est accepté par les membres le degré de contrôle exercé par l'institution sociale ou le regroupement social. Dans l'axe horizontal, le group, on n'a pas traduit group par groupe parce qu'on n'allait pas traduire grid, donc ça reste group. C'est le degré de collectivité et la force des frontières autour d'un groupe. Donc, le degré auquel, si vous voulez, les vies des membres sont contrôlées par le groupe. Donc, on parle sur l'échelle, sur l'axe vertical, c'est le plus bas vers en bas et le plus haut degré de contrôle vers en haut, et la même chose de gauche à droite pour l'aspect group sur l'axe horizontal. Donc, on va faire une petite définition, ou peut-être pas définition, mais description des différentes hiérarchies, solidarité sociale. Je vais juste prendre une pause avant pour voir si, Mylène, il y avait des questions. Oui, il y avait une question en fait liée à la diapositive numéro 22. Marcella demande, pourriez-vous, s'il vous plaît, donner un exemple de controverse et de désaccord? J'y pense à brûle pour point. Un désaccord peut être quelque chose sur lesquels les gens, mettons les parties prenantes politiques, sont d'accord pour la nature d'un problème. L'exemple qui me vient, peut-être que je me ferais dire que ce n'est pas un bon exemple par mes collègues, mais dans les différentes propositions pour réduire la circulation en ville, par exemple, dans une ville en particulier, mettons à Montréal, on pourrait imaginer ou de réduire les accidents, mettons. Ça, ce serait peut-être un peu, qui est un peu plus un désaccord. Pour certains, ils peuvent dire, on va réduire la vitesse sur les rues dans un quartier. D'autres qui vont dire, non, on va limiter, on va changer les directions de la circulation, mettre plus de sens unique, etc., pour diminuer les possibilités d'accidents. Encore là, c'est un exemple, je le pense comme ça, là, un peu à voix haute, donc je ne vais pas trop réfléchir. Mais ce sont deux solutions qui sont pas nécessairement incompatibles, qui sont juste des façons, ils sont peut-être en désaccord, mais ils peuvent provenir du même cadre. Tous les deux veulent réduire le nombre d'accidents, tous les deux veulent peut-être réduire la circulation dans un quartier donné, par exemple.
alors qu'une controverse, peut-être qu'on pourrait plus imaginer, ça serait contre un groupe politique qui voudrait réduire de manière relative et peut-être même absolue le nombre de véhicules qui circulent dans un quartier ou d'une ville versus des gens qui veulent proposer la construction d'une voie rapide pour sortir le trafic d'un endroit pour peut-être l'emmener vers un autre, mais c'est peut-être un exemple de ce qui peut être plus une controverse. Donc, ils viennent vraiment de cadres de références différents. L'un qui priorise peut-être l'environnement plus sécuritaire, etc. L'autre qui favorise, par exemple, l'économie, le transport des biens, des personnes, etc. C'est un exemple, ne me citez pas. Je n'ai pas pensé trop longtemps, mais peut-être que ça aide à comprendre la différence entre les deux. On va revenir, attends, je vais retourner à 22. Okay, donc, pour parler de la solidarité sociale hiérarchique, c'est le cadre dans lequel, ou la solidarité sociale dans laquelle les institutions sont très liées par la tradition. Il y a une accentuation du sens du devoir, de l'obligation et de la loyauté. Et c'est géré et régulé par ce qu'on appelle l'approche descendante ou l'approche top-down en anglais. C'est un peu Douglas avait aussi des archétypes, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça, des différentes formes de solidarité sociale. Et pour celui-là, l'archétype, c'est le bureaucrate en veston-cravate avec la petite valise à la main, comment on appelle, l'attaché. Pour la solidarité individualiste, c'est là qu'on permet le maximum de liberté individuelle, où l'on accentue les droits, libertés et responsabilités individuelles, et où le marché libre est considéré comme étant le meilleur environnement. L'archétype dans ce... Est-ce qu'on dit l'archétype ou l'archétype? Archétype, merci Mylène. Dans ce cadre-là, c'est l'entrepreneur, le pionnier, etc. La solidarité sociale égalitaire, on parle surtout de différenciation qui s'effectue entre les membres d'un groupe et les non-membres, ou autrement dit, la différenciation s'effectue moins entre les membres qu'avec les gens de l'extérieur. La solidarité, elle est souvent instable et fluide. Et il y a aussi une accentuation sur le rejet de la hiérarchie et des institutions autoritaires. Dans ce cadre-là, l'archétype, c'est le leader religieux charismatique, selon Douglas. Et finalement, la solidarité sociale fataliste, c'est la position, le cadre le moins porté à participer dans des discussions de politique publique. Et c'est caractérisé par une position qui est isolée et qui voit peu d'utilité à la participation au discours de politique publique. Il y a un fort accent sur les distinctions de statut, mais aussi, ou peut-être pas aussi, mais lié à ça est un sentiment d'impuissance ou de manque de pouvoir possible, en anglais qu'on dit powerlessness. Et on a un peu l'impression que les solutions, de toute façon, arrivent par hasard. Et ce qui est donc intéressant à considérer, c'est que chacune de ces solidarités sociales-là, ou de ces cadres-là, guide la perception des problèmes vicieux dans notre cas, mais des problèmes en général,
et donc aussi des solutions qui peuvent être ou qui sont proposées. Donc, la question qui s'est posée, Stephen Nye, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces solidarités-là pour cartographier les récits politiques et notamment pour essayer de comprendre les cadres, les solidarités, les visions du monde dans lesquelles ça existe et est-ce que cela pourrait nous aider à améliorer, sinon les partenariats et la collaboration, au moins d'améliorer la compréhension entre les différentes façons de voir le monde, d'être en solidarité sociale. Donc, il utilise le format de l'analyse de récit et de dégager les contextes, c'est-à-dire les genres de choses que l'on prend pour acquis autour du contexte d'un problème. Qu'est-ce que le problème, comment on peut le décrire, etc. Des vilains ou des méchants qui sont, dans ce cas-ci, le problème, la raison, le qui ou le quoi qui en est la cause, et le ou les héros sont la solution. Et surtout, qui ou quoi devrait être responsable de la résolution du problème. Donc, si on reste dans la même idée d'exemple de tantôt de la condition de vie des aînés, on peut s'imaginer une piste de solution politique qui a déjà été proposée à différents niveaux, mais qui est une réforme d'un système de pension, soit de pension de vieillesse, etc. Et imaginez utiliser la méthode de cartographie, mais cette fois en essayant de cartographier pour capturer, partager et mieux comprendre les différentes parties prenantes, les différents points de vue, les différents cadres dans une discussion politique, donc de regarder dans le cas de la solidarité sociale individualiste, hiérarchique et égalitaire. On n'a pas ici, et Nye ne le fait pas, dans son livre de 2009, Resolving Messy Policy Problems, c'est ça, ça va être dans la liste des références. Il en fait l'analyse en utilisant, pas la cartographie, mais il en fait le portrait, l'analyse narrative du transport, de la santé, du vieillissement. Il me semble qu'il y en a un autre. Les changements climatiques, voilà. Qu'il regarde de cette façon-là en essayant de dégager les contextes, les vilains, les méchants, etc. pour chacune de ces questions politiques. Et vraiment, là, ça nous donne une idée, une porte d'entrée pour comprendre ces problèmes-là de façon peut-être plus complète ou plus nuancée, qui tend un peu plus vers le dialogue que le débat, mettons. Donc, on peut chercher, en faisant ce genre de portrait-là, l'idée serait d'aller chercher les zones d'entente mutuelle entre les différents cadres, les différentes solidarités sociales. Est-ce qu'il y a des zones où il y a possibilité d'entente, ou est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles on s'entend? Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles on est d'accord pour dire que l'on rejette cette possibilité-là, c'est une autre forme de se comprendre, mais aussi de voir les zones qui se dégagent où il semble y avoir pas du tout d'entente possible. Donc, si on met un peu tout ça ensemble dans ce que Nye et Verwage ont appelé le dialogue entre guillemets post-normal, pour un peu faire référence à cette idée que nous sommes peut-être entrés, selon plusieurs, dans une époque post-scientifique où, dans le cas des problèmes vicieux que l'on fait depuis déjà une quarantaine d'années, l'argument que les approches scientifiques aux problèmes classiques ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? C'est peut-être de trouver une façon
d'aller au-delà de ce qui est l'approche habituelle. Donc, d'appeler ça le post-normal, comme ils le font. Et donc, l'idée, c'est de regarder les quatre solidarités sociales avec ces idées de pouvoir dégager les héros, les vilains, le contexte, et de se demander, je demandais à Mylène de vous poser la dernière question sur le sondage, qui est, à votre avis, quelle approche pourrait influencer positivement le résultat d'un dialogue visant à améliorer les conditions de vie? La question que j'ai posée tantôt, entre parenthèses, l'autonomie des aînés. En vous demandant, pensez-vous que c'est le fatalisme, point de vue hiérarchique, individualiste, égalitaire, ou une combinaison des approches ci-dessus? Je pense que c'est pas une couple qui n'ont peut-être pas encore répondu, mais c'est quand même intéressant parce que c'est à peu près le reflet exact des réponses la semaine passée quand on l'a fait en anglais. Donc, un partage entre égalitaire, une combinaison des approches, des quatre approches dans le fond, là, qui sont énumérées ci-dessus. Peut-être pas une réponse étonnante. J'ai l'impression que si on devait se positionner en santé publique dans une de ces solidarités sociales, on aurait une petite tendance, je pense, ensemble, à occuper le cadre égalitaire par la nature de notre travail. Donc, peut-être pas étonnant qu'on trouve celui-là, mais c'est bel et bien le cas que, notamment, excuse-moi, Mylène, je vais te demander de l'enlever. Il ne veut pas s'en aller? Attention, un petit bug technique. Voilà, il disparaît. C'est bon? OK. Donc, l'idée de ce que Stephen Nye et son collègue Verwege suggèrent encore là, ça va être dans les références, une analyse assez intéressante, mais il suggère qu'une combinaison, ou du moins d'une tentative de combiner ou de comprendre ces différentes solidarités sociales cadres-là, qui mènent à des solutions qu'ils appellent maladroites ou clumsy, et aussi polyrationnelles, c'est-à-dire de trouver une façon d'accroître la capacité à embrasser et nouer le dialogue avec ça sont leurs termes, hein, c'est le pluralisme désordonné, ce qu'ils appellent le messy pluralism. Donc, une forme de pluralisme où on n'est pas juste différent, mais peut-être qu'il y a un choc entre des chocs entre nos positions, mais d'essayer de trouver une façon de travailler avec ces différences-là. Et aussi de nouer le dialogue avec des positions scientifiques et épistémologiques qui s'affrontent. Ça aussi, on est, je pense, de plus en plus appelés à essayer de trouver une façon de valoriser également des différents points de vue épistémologiques et de façons de savoir, de modes de savoir, différentes visions du monde, notamment en travaillant avec les problèmes vicieux. C'est une position qui est mise de l'avant depuis quand même déjà de nombreuses années. Et selon Nye et Verwege, ceci, c'est nouer ces dialogues-là et ce pluralisme désordonné-là peuvent générer une forme de désordre méthodologique qui est requis pour s'attaquer aux problèmes vicieux. C'est-à-dire que
d'autres tentatives, notamment les approches qui fonctionnent très, très bien pour certaines formes de problèmes de classiques, de sciences classiques, ne fonctionnent pas dans le cas des problèmes vicieux, ben peut-être qu'il faut essayer quelque chose qui ne vient pas aussi naturellement pour des gens formés comme nous le sommes souvent de manière assez classique scientifiquement. Donc, ce que propose, et ça c'est un tout petit bout d'un tableau qui, je pense, qui est sur presque 2 pleines pages dans l'article de Nae Verwage, mais qui montre les 4 perspectives et les façons dont on pourrait générer des solutions ou encourager le dialogue, etc., en se posant une série de questions clés. Je vous invite d'aller le consulter pour la liste complète, mais par exemple, de regarder et de chercher, comme j'ai noté tantôt, des terrains d'entente où peut-être 2 approches peuvent s'entendre sur certaines de ces questions ou encore de s'entendre, de rejeter une approche ou une de ces questions-là. Donc, qui devrait contribuer à ces discussions ou à ces solutions-là? À quelles conditions? Est-ce qu'on devrait avoir une structure en place, etc.? C'est une façon de voir qu'est-ce qui pourrait être possible du point de vue des 4 positions, cadres ou solidarité sociale. Et si vous voulez aller voir, l'article qui est apparu assez récemment, c'est en 2016 ou 2015, c'est que Nye et Verwage utilisent ces questions-là et cette approche-là pour évaluer, je pense que c'est 16 ou 17 différents types de dialogues délibératifs, des approches qui sont utilisées pour en faire ressortir, je crois que c'est 6 que, selon eux, ont le plus de chances de fonctionner à cause de cette façon de dégager les terrains d'entente possibles. Donc, évidemment, l'idée, c'est de dégager ce qui est possible entre les différents cadres ou les différentes solidarités sociales, mais pas nécessairement d'en choisir un et de l'imposer aux autres, ce qui souvent ne fait pas avancer les questions, le problème, et de trouver les zones d'entente pour trouver des partenariats possibles et d'éviter les zones où il semble ne pas du tout y avoir de terrain d'entente possible. Donc, pour conclure et laisser les quelques minutes qui nous restent possibles pour des questions ou une discussion, c'est un peu plus une conclusion résumée, c'est que la plupart des problèmes de politique publique sont vicieux par nature, ne serait-ce que par leur caractère social, c'est-à-dire d'impliquer des vrais gens dans le vrai monde. Et on doit s'attaquer aux problèmes vicieux différemment qu'on s'attaque aux problèmes de la science, aux problèmes classiques de la science. Et ça peut nécessiter la collaboration, le dialogue et de trouver une façon d'avoir une compréhension partagée, pas nécessairement une définition commune du problème, mais une compréhension partagée de nos discussions sur le problème. Cartographier les dialogues peut être une façon qui peut aider à prendre des décisions quant à la manière de s'attaquer aux problèmes vicieux. Et les dialogues qui sont les plus prometteurs sont peut-être des dialogues qui sont dits post-normaux, c'est-à-dire de ne pas continuer dans le genre de business as usual ou l'approche qu'on emploie depuis des années et d'essayer de trouver quelque chose
qui fonctionnerait peut-être mieux. Et finalement, l'intégration des approches polyrationnelles peut peut-être s'avérer porteuse pour s'attaquer à ces problèmes vicieux. Donc, je vais, je pense, m'arrêter là, demander à Mylène s'il y a eu des questions ou si vous donnez, on n'a pas beaucoup de temps, mais quelques questions. Il y avait une question de l'équipe de DSP à Laval. Faut-il engager un sociologue en santé publique pour dénouer les problèmes vicieux? Oui. J'ai un parti pris là-dedans. Est-ce qu'il faut engager un sociologue en santé publique? Pas nécessairement, mais peut-être qu'il y a des approches qui proviennent notamment, pas que, de la sociologie, mais des sciences sociales en général qui pourraient être utiles. Je ne sais pas si ça nécessite d'engager quelqu'un ou d'être conseillé, etc. Mais d'ouvrir peut-être les portes à ce genre d'approche est peut-être une bonne idée. Un autre commentaire de Marcella. Il me semble que les notions présentées me parlent, mais j'ai de la difficulté avec le vocabulaire, problème vicieux, solidarité, individualisme, versus définition de la solidarité. Bien, effectivement, c'est quand même un truc assez dense pour un webinaire d'1 heure. Peut-être que on devrait, au cours des prochains mois, publier quelque chose qui va essayer de faire dégager un peu plus ces idées-là en essayant de peut-être avoir moins de jargon. Moins de jargon à démêler. Évidemment, c'est un bon commentaire à recevoir. Ça peut être aidant pour essayer de démêler ça plus, d'être un petit peu plus clair dans qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ou la manière dont c'est conceptualisé. Je vois la question, je pense que ça va être la dernière parce qu'il y a moins une, de Anne. Le dialogue mapping peut-il aider à développer aussi la réflexivité et la pensée critique, nécessaire aussi dans la barre des inégalités? Oui, et c'est un des endroits où on l'a utilisé le plus. Le dialogue mapping, en fait, peut être utilisé pour des questions bien plus simples que des problèmes vicieux aussi. C'est sûr que c'est très aidant quand c'est un problème particulièrement compliqué, mais on utilise la première technique dans le dialogue mapping, c'est ce qu'on appelle le issue mapping ou la cartographie d'enjeux. Donc, on peut nous-mêmes, un peu c'est ce que j'avais fait, l'exercice que j'avais montré tantôt sur les inégalités de santé, on peut essayer de mettre sur papier un ensemble d'idées aussi farfelues ou réalistes qui peuvent nous sembler et de cartographier un ensemble de possibilités et ça peut nous aider soit au niveau individuel à comprendre un enjeu ou encore comme outil de discussion avec d'autres. Effectivement, et le fait de cartographier quelque chose nous donne une espèce de mémoire vivante d'une discussion et empêche des fois de tourner en rond à chaque fois qu'on se voit pour discuter des mêmes affaires. Juste attendre de voir, mais je pense qu'il est, il est 15 heures. Il y a quelques personnes qui sont en train.
je ne pourrais pas répondre la question s'il y a des données probantes qui démontrent que faire ce que vous proposez va mener à des meilleurs résultats de santé publique. À mon avis, je ne sais pas si, surtout l'approche de Nye et Verwatch, qui est le plus récent, est trop récent pour avoir une réponse, mais je pense que je tiendrais juste à peut-être rappeler qu'on parle d'une approche qui cherche à trouver des solutions là où les approches classiques ont souvent échoué ou ont empiré le problème et que les gens qui travaillent sur ces questions-là suggèrent de les regarder, qu'il faut les regarder hors l'approche classique de la science. Donc, je ne suis pas certaine qu'on devrait chercher des données probantes au sens premier du terme. On serait peut-être déçu qu'on n'aura jamais le genre de données probantes que la science pure ou traditionnelle recherche pour ces questions-là. Il y a des gens qui commencent à quitter. Je pense que oui, effectivement, des données probantes. Je sais, on travaille tout le monde dans des contextes où on recherche ces données probantes-là. Pour certaines questions, c'est assez difficile d'en avoir. C'est une question épineuse que les gens abordent depuis plusieurs années, de quelle devrait être, par exemple, les façons de mesurer les réductions dans les inégalités de santé, notamment. Mais oui, c'est des contraintes que nous avons souvent dans nos contextes de travail. Et merci il y en a plusieurs qui disent qu'ils trouvent ça aussi intéressant. On va vous demander, je pense que Mylène va vous envoyer un formulaire d'évaluation. On apprécie beaucoup les commentaires. Comme vous savez, on l'avait affiché au début, on a enregistré le webinaire aujourd'hui, y compris vos commentaires, vos questions, donc on pourrait y revenir et possiblement à une discussion à un autre moment donné pour répondre plus à vos questions qui vont m'alimenter dans la réflexion au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci tout le monde.